Bon, on va pas se le cacher, aujourd'hui, ça sent le pâté. Si tu te demandes ce qui peut maintenant se passer, au bon endroit, je vais tout expliquer. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 28 février 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décrypter les actualités crypto. Alors, est-ce que t'es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler rapidement que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et alors on commence avec une petite vue d'ensemble sur le marché et franchement, c'est rouge les amis, c'est rouge. Le bain de sang, franchement, ça fait peur. Clairement là, on est en train d'atteindre des seuils de capitulation extrêmes. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit déjà fini. Et oui, on va voir ça juste après. Il y a encore de la marge pour creuser plus profond. Attention! Allez, on passe tout de suite sur l'indice de la peur et de la cupidité. Et on voit que donc, nous sommes toujours dans l'extrême peur. Hier, nous étions à 10, aujourd'hui, nous sommes à 16. En tout cas, si on regarde, on est au plus bas de l'année. Depuis février 2024 à aujourd'hui, on est au plus bas historique. Difficile d'aller beaucoup plus bas. Mais tout est possible en crypto, les amis, tout est possible. Alors voilà, encore lui, Donald Trump, qui nous fait des siennes. Donc hier, on parlait du début avril et finalement, non, ça sera le 4 mars. Le 4 mars, c'est mardi prochain. Et donc, non seulement tout le monde aura droit aux 25% de tarifs, ils appellent ça les tarifs, ce sont les taxes douanières, et en plus, la Chine a droit à un 10% supplémentaire. Clairement, on rentre dans une guerre commerciale, là. Alors, le président, soi-disant pro-crypto, qui nous fait chuter la crypto. Bravo, Trump. À part créer ton même coin et arnaquer des millions de personnes, effectivement, pour l'instant, ton action dans la crypto n'a été que désastreuse. Depuis son investiture, toutes les cryptos ont chuté. Pourtant, il n'arrête pas de crier à tout va qu'il est pro-crypto, il est pro-crypto. C'est vrai qu'il y a quand même quelques actions. La SEC va beaucoup plus dans le sens de la crypto et abandonne plein de, on le verra tout à l'heure, abandonne plein de charges contre des sociétés acteurs de l'écosystème crypto. Mais lui, en tant que président, ses actes à côté font que les marchés dévissent. Alors c'est peut-être aussi stratégique, peut-être qu'il a envie de faire chuter le dollar, et ça rejoint donc mon analyse sur Fortnite, le fait qu'il veuille investiguer la plus grosse réserve d'or des États-Unis. La seule chose qui puisse en sortir, c'est une déstabilisation géopolitique, financière, mondiale. Si effectivement il trouve qu'il y a moins d'or dans les réserves que prévu, le dollar pourrait grandement baisser, et donc le rendre plus compétitif sur les marchés. Et à long terme, ça effectivement, ce serait bien pour nos actifs à risque comme les cryptos et les stocks. Alors est-ce que c'est vraiment le plan final? Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça nous fait mal. D'ailleurs, on voit que BlackRock a déplacé 5100 bitcoins, donc l'équivalent de 441 millions de dollars, et 30 000 Ethereum, l'équivalent de 71 millions de dollars, sur Coinbase. Alors, je vous disais dans une précédente vidéo que BlackRock se sert de Coinbase également comme custody, c'est-à-dire qu'ils s'en servent comme gardien des fonds, puisque Coinbase propose également ce service, ils garantissent les fonds, ils les protègent sur des cold wallets. Et là, force est de constater, quand on regarde les inflows et outflows des ETF, force est de constater que là, c'est pas pour les garder, c'est pour les vendre. Mais je rappelle quand même que, en réalité, c'est pas BlackRock qui vend. On n'est pas en train de paniquer, de se dire, bon, les institutionnels sont en train de vendre, les institutionnels. Non, les institutionnels, comme BlackRock, ce sont des gestionnaires de fonds, et donc ils font ce que leur demandent leurs clients. Si leurs clients ont peur, et veulent vendre, BlackRock est obligé de vendre des bitcoins et des Ethereum. C'est comme ça. Les institutionnels, les fonds de gestion n'achètent pas pour eux, ils achètent pour leurs clients. Donc quand ils vendent pas pour eux, ils vendent pour leurs clients. Alors là, on a un petit graphique intéressant qui nous montre que les investisseurs à court terme, qui ont acheté du bitcoin au cours de la dernière semaine, ont subi la plus grosse perte lors de la récente correction, avec 927 millions de dollars de pertes. Et les pertes totales pour les investisseurs ayant acheté au cours des 3 derniers mois ont atteint 2,16 milliards de dollars. Alors là, tous les nouveaux arrivants se sont fait rincer, de quoi dégoûter les nouveaux entrants dans la crypto. Alors ce type de correction arrive souvent dans les phases de bull run. Est-ce qu'on est encore en bull run? Je sais pas, mais dans le bull run, ça arrive très souvent qu'on rince les nouveaux arrivants avant de pouvoir effectuer la vraie montée derrière. Est-ce que ce sera le cas? Clairement, pour l'instant, je suis pas très optimiste. En tout cas, pas à court terme. Mais on va voir ça tout à l'heure en analyse technique. Et donc, la news suivante est super intéressante puisqu'on vient de voir que les retail comme nous, les petits, ont tendance à vendre dans cette chute de marché. Et à l'inverse, là, on voit que la baleine de Bitfinex, Spoofy, c'est une baleine très connue, il vient d'acheter 4000 bitcoins juste sur la baisse d'hier. Et en 2022, lors des crashs de Luna et FTX, il avait accumulé 70 000 bitcoins dans une fourchette comprise entre 40 000 et 16 000 dollars. Donc en fait, il a acheté toute la chute du Bitcoin. Et ensuite, quand c'est remonté,
il les a revendus dans la fourchette de 40 000 à 70 000 $. En 2024, il a acquis 24 000 bitcoins qu'il a revendus entre 70 000 et 108 000 $. Et bah, désormais, avec cet achat-là aujourd'hui, qui représente 1/6 de sa position de 2024, évidemment, tous les regards sont tournés vers son prochain mouvement. Et toujours dans les news concernant la SEC et l'assouplissement de sa politique, donc après avoir abandonné définitivement les poursuites contre Coinbase, c'est maintenant contre Consensys qu'elle laisse tomber les charges. Alors Consensys, c'est une entreprise majeure dans l'écosystème de la blockchain Ethereum, fondée en 2014, et se spécialise dans le développement d'outils et d'infrastructures pour améliorer l'adoption et l'utilisation de la blockchain. Et enfin, la SEC déclare que les meme coins ne sont pas des securities. Et donc, ça ne tombera pas sous le coup de la loi concernant les securities. Alors, c'est une bonne chose, hein, mais ça n'empêche pas que les meme coins pourront être régulés. D'ailleurs, la news suivante, c'est que le Parti démocrate a proposé donc une loi interdisant aux personnes publiques de créer leur propre meme coin, comme l'a fait le président le 18 janvier, juste avant son investiture, avec le token Trump. Parce que les personnes publiques, donc qui ont de l'influence, peuvent trop facilement faire monter un token et après revendre sur leur communauté, entre guillemets, sur leur fanbase, sur les gens qui les suivent, pour s'enrichir, mais aux dépens justement de cette communauté. Là, on a quand même le président de la première puissance mondiale qui a fait son meme coin, qui a revendu sur la tête de toutes les personnes qui croient en lui, et c'est passé tranquille comme une lettre à la poste, quoi. C'est typiquement ce genre de mouvement qu'on n'a pas envie de voir dans l'écosystème crypto. D'ailleurs, depuis, les cryptos ne font que chuter. Alors, news suivante, un petit peu plus bullish, on a Michael Saylor qui a rencontré le comité des services financiers de la Chambre des représentants pour discuter de la manière de faire les États-Unis le leader mondial du Bitcoin et des cryptos. Alors, je le rappelle, Michael Saylor, c'est le CEO de la société Strategy, précédemment MicroStrategy, qui est un Bitcoin believer et dont la société détient aujourd'hui plus de 500 000 bitcoins. Il n'arrête pas de lever des fonds, justement, pour pouvoir en racheter. Et alors, la news suivante, c'est que là, suite à la chute d'hier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit littéralement, vendez un rein s'il le faut, mais gardez votre bitcoin. Et alors, c'est exactement la même leçon que pour la baleine spoofy dont on parlait tout à l'heure, c'est que au lieu de faire comme la foule et de vendre dans la panique, il faut surveiller les grosses baleines. Et les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent. Alors, dernière news, je sais pas si c'est bullish ou pas, mais l'exchange BitMEX. Alors, BitMEX, historiquement, c'est l'un ou le premier exchange qui a proposé les produits dérivés perpétuels. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo ce que c'était que les produits perpétuels. Et donc, BitMEX, la plateforme, après avoir eu pas mal de problèmes avec la SEC à l'époque et avoir été en procès pendant de nombreuses années aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de mal à se relever, même si c'est toujours une plateforme de trading et d'exchange qui est très fiable. Et ben, elle se retrouve aujourd'hui en vente et cherche un acquéreur. Donc si vous avez quelques millions qui traînent, allez-y, c'est une bonne affaire. Je déconne, hein, je suis pas conseiller financier. Et alors concernant le calendrier économique, on a aujourd'hui, ce dont on a parlé toute la semaine, le PCE Core. Donc rappelons-le, ce sont l'un des deux indices avec le CPI que la Fed regarde avec attention pour décider de la hausse ou de la baisse des taux directeurs. Également aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour du mois, PCE Core. Aujourd'hui, ça va swinguer sévère, mais vraiment sévère. Donc là, plusieurs scénarios. Le premier étant qu'on rachète une partie de la chute qu'on a effectuée ces derniers jours, pendant la semaine. L'autre scénario, c'est qu'on aille racler vraiment tout en bas, dans les 70 000 $, pour sortir tous les leviers et assainir un peu le marché. On verra ça tout à l'heure en analyse technique. Et tout de suite, donc, les inflows, outflows des ETF. Enfin, plutôt, excusez-moi, les outflows des ETF, parce que ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a que des outflows. Et donc, hier, il y a donc 275 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. Et 71 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Et oui, je le disais en début de vidéo, quand il y a de la panique, les retails vendent. Je rappelle que derrière les ETF, ce sont des retails. Et alors sur les marchés dérivés, on voit qu'hier, sur la seule journée d'hier, on a plus de 880 millions de dollars qui ont été liquidés. Rajouté aux 500 d'hier et aux 1,5 milliard d'avant-hier, ça fait beaucoup de positions longues qui ont été liquidées. Quand on regarde sur la liquidation heatmap sur 6 mois, on voit toujours qu'il y a énormément de liquidités à prendre juste en dessous, jusqu'à environ 73 000 $. On s'est arrêté là sur les 79, mais c'est pas fini. C'est pas fini, ça risque de descendre encore. Il n'y a aucune raison qui empêche le marché de ne pas prendre tout ça. On est juste à côté. Là, clairement, c'est une zone à surveiller. Alors, on passe à l'analyse technique du Bitcoin et quand on regarde en daily, je vous rappelle que ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit qu'effectivement, on a traversé la première zone de support, donc qui était un Fair Value Gap Daily, et qu'on est maintenant dans le Fair Value Gap Daily du dessous, qui représente une zone de support entre 80 400 $ et 77 000 $. Cette zone correspond également à ce qu'on appelle le Gap CME. Le Gap CME, c'est quoi? Le CME, en fait, c'est le Chicago Mercantile Exchange. C'est une bourse sur laquelle le Bitcoin peut être tradé. Et donc, puisque c'est une bourse, en fait, elle n'est pas ouverte
comme les marchés crypto, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle ferme le week-end, elle ferme le soir. Et donc, entre le 8 novembre, vendredi 8 novembre et le lundi 11 novembre, il y a eu ce qu'on appelle un gap. C'est-à-dire que les marchés ont fermé le vendredi soir à 77 000 $, 77 800 $, et ont réouvert le lundi matin à 80 725 $. Et généralement, ces gaps sont toujours un jour ou l'autre comblés. Là, on voit qu'on en a laissé un ici à la hausse. Mais celui-là, alors très sincèrement, on espérait que ce soit un break de rupture. Un break de rupture, c'est-à-dire que c'est un break qu'on ne revisite pas. Et pourtant, on est en plein dedans. Et généralement, on va le combler avant d'éventuellement soit range dedans, soit rebondir. Et donc, le combler, ça voudrait dire un Bitcoin à 78 000 $. Voilà. Bon, et puis après, clairement, une fois que c'est comblé, si on descend encore, c'est possible, hein, attention, hein, c'est possible. Ça voudrait dire que la zone de support en dessous, ce serait ici. Il y a un fair value gap ici, là, donc juste à l'élection, le 6 novembre, qui a été créé. Un petit gap pour l'instant de rupture, puisqu'il n'a pas encore été revisité. Mais voilà, quoi, c'est... Là, on est en train d'enfoncer toutes les zones de support. C'est vrai que ça fait peur, parce que normalement, le marché respire. Le marché remonte un peu, redescend. Alors là, on a respiré un tout petit peu sur la journée d'hier, mais c'était vraiment très léger. Il n'y a pas de rachat instantané. Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Tous les marchés traditionnels sont en train de dévisser. Et les marchés traditionnels, ils étaient en surchauffe. Hein. Le SP500, le Nasdaq, ils étaient tous à leur ATH. Leur ATH, ça veut dire all-time high, c'est-à-dire le plus haut historique de l'indice. Et alors, quand on regarde le SP500, justement, sur la semaine, on a perdu presque 5%. Sur la journée, on a perdu 2,2%. C'est énorme pour les stocks. Quand on dézoome en weekly, vous voyez que on a été en hausse permanente depuis un moment sur le SP500 et que voilà, le RSI était en surchauffe, hein, il avait besoin de respirer un petit peu. Sur le Nasdaq, pareil, exactement pareil. On est ATH sur ATH, forcément, on peut pas monter jusqu'à la lune non plus. Hein. Et donc totalement normal que ça respire un petit peu et que effectivement le Bitcoin, lui aussi respire un petit peu. Alors quand on zoome un petit peu sur le Bitcoin en 1 heure, on regarde que de vendredi à vendredi, on a perdu 21,35%. Alors le SP500 perd 5%, le Bitcoin en perd 20%. Mais si on regarde depuis l'ATH, là, quasiment 110 000 $, on a perdu 28,33%. Alors est-ce que ça remet le bull run en question? Clairement pas. Ce sont des corrections qu'on a eu l'habitude de voir par le passé, dans les bull runs également. Quand on regarde ici, on était en plein bull run. Vous voyez, donc là c'était le mois d'avril 2021 et là c'était le mois de novembre 2021. Entre ce top-là et ce bottom-là, on a perdu 57%. Et pourtant, derrière, on est reparti à la hausse. Alors oui, ça s'est pas fait en un jour, hein, ça s'est pas fait en 2 semaines non plus. On a mis clairement du mois de mai au mois de novembre à récupérer toute cette baisse. Donc quasiment 6 mois. Est-ce que ce sera pareil pour ce cycle-là, 6 mois? Ça peut peut-être même un peu plus. À voir, évidemment, hein, mais une chose est sûre, c'est que autant on est descendu hyper rapidement, autant pour remonter, à moins qu'il y ait vraiment une news extraordinaire, comme il y avait eu pour les élections américaines en novembre 2024, à moins d'une super méga news, on va pas remonter comme ça en flèche. Hein. Il faut s'attendre probablement à un petit peu de consolidation, voire même peut-être tester encore plus bas et remonter ensuite. Alors l'Ethereum, quant à lui, on voit que ça y est, il a touché sa zone de support, il a dépassé le bottom qui était là, donc on a pris toutes les liquidités qui étaient en dessous. A priori, sur l'Ethereum, il n'y a plus rien à aller chercher. Malheureusement, il est encore assez corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin baisse, Ethereum baisse également. D'ailleurs, depuis l'ouverture, il a déjà perdu 7%. Le Bitcoin en a perdu 5%. Et par rapport au mois de décembre, Ethereum, lui, a perdu 50% de sa valeur. 50% de sa valeur. Bon, clairement, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Hein. On va pas se leurrer. Je vais pas crier au bull run, je vais pas crier à la remontada. Pour l'instant, ça sent pas bon. Clairement, moi, sur Ethereum, là, ce que je vois, c'est des petits rebonds. Peut-être une mèche sur les 1800 $, pour ensuite consolider entre les 2003, 2000 $, et enfin remonter un petit peu, je pense, avant l'été, voire fin d'été. Généralement, l'été, c'est assez baissier sur les marchés à risque. Alors, sur le Bitcoin, on voit qu'on a rebondi sur les 78 000 $, mais clairement, il n'est pas exclu qu'on respire un petit peu, parce que le RSI est en survente, qu'on respire un petit peu sur les 82 000, 85 000 $, pour ensuite replonger encore plus bas, et pourquoi pas même mécher dans le fair value gap là qu'on a laissé le jour des élections, et donc aller faire une belle mèche dans les 72 000 $. Après, je le vois mal descendre en dessous, et sauf si c'est vraiment une mèche de cascade de liquidation. Sinon, effectivement, on pourra parler de bear market. Et pour l'instant, clairement,
Là, on est sur une zone de respiration. On a traversé 2 zones de support de manière assez violente. Je le vois mal aller chercher la 3e en dessous. Sauf une grosse mèche de liquidation. Et c'est possible selon les chiffres de cet après-midi, hein, attention. Hein. Avec le PCE Core qui va sortir, il est possible qu'on aille se faire une bonne frayeur, liquider tous les longs pour ensuite repartir. Et quand je dis repartir, attention, ça ne sera pas aussi violent que la descente. On va pas faire un gros V comme ça pour remonter. Ce sera très certainement une bonne période de consolidation entre les 73 000, 90 000 pour enfin repartir après à la hausse. Et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, quoi. Et alors encore une fois, étonnant, la Bitcoin dominance ne monte pas. La dernière fois que le Bitcoin avait chuté, toutes les altes avaient tellement chuté que effectivement la Bitcoin dominance était montée. Et là, en revanche, le Bitcoin chute, mais la dominance ne monte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les altcoins ne tombent pas plus vite que le Bitcoin. Alors oui, on est déjà dans des niveaux tellement bas que c'est difficile de faire plus bas, mais là, ça veut peut-être dire qu'on arrive sur les altcoins dans la tranche où il ne reste plus que les holders, qu'il n'y a quasiment plus de parieurs dégénérés à levier et que, effectivement, il n'y a plus grand-chose à liquider. Là, le marché tient plus ou moins bien, quoi. Bon voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas de news hyper rassurante, je suis désolé, hein. Malheureusement, le marché saigne, moi aussi. Mais l'important, comme je vous le disais tout à l'heure dans les news, c'est d'adopter la bonne attitude. Quand tout le monde a peur, c'est là au contraire qu'il faut trouver le courage de racheter. Et à l'inverse, quand on sera en période d'euphorie, que tout le monde criera au bull run, que ça y est, c'est bon, le Bitcoin ne peut plus chuter, il y a eu une adoption générale, c'est là qu'effectivement il faudra prendre des profits. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!